Hello tout le monde, bienvenue à la Cave Poésie pour une nouvelle rencontre avec des auteurs absolument incroyables qu'on a, Brian, K.Vaughan et Niko, Henrichon. On va commencer d'abord. On commence d'abord par un énorme remerciement aux amis de la Cave Poésie, vraiment qui nous accueillent dans une condition incroyable, parfois un peu à leur dépens, donc c'est vraiment un big up pour eux, énormissime, surtout quand on prend du retard. C'est le cas aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc on va raccourcir un peu la rencontre, histoire que derrière vous ayez aussi, et pour eux et pour nous, le meilleur temps disponible. Un immense merci à eux, vraiment. Un immense merci à Brian, à Niko, à l'éditeur, bien sûr, Urban Comics, sur la paire de Thierry, qui est planqué là-bas au fond, qui est l'éditeur sur ce projet en particulier, donc sur cette couverture spéciale, et évidemment tout l'événement qui suit. Donc vraiment, pareil, énormément. A big thank you for you guys to be there with us for a special event, and a title we really like, and we really like to discuss it also with you. So here we go. Let's go. You just recorded a long interview with a friend over there, and after also several days in France, Italy, United States, basically we are rock stars right now. So yeah, so we thank you a lot, because we'll probably ask the same question again. No problem. So, but it's kind of your fault also. So yeah, my first question, and then we will take pictures from Arnaud and of course for the audience. What was the initial idea for this project? The trigger to it? I'm a middle-aged man now, and so I'm obsessed with my own mortality, and I recognize that it's very boring to discuss with other people, and so I wanted to do a story where mortality was removed for the protagonists, and they're already dead. And so let's think about what is it when you stop worrying about life? What is it all about? And so much of my existence is about watching other people and watching them commit violence to one another, and also watching them have sex with one another. But I watch those two things very differently. I wanted to think about why do I watch those things so differently. Okay, so you, in a way, you question yourself with this one. They're always, Well, yes. Okay. I will let the translation to our friend Corentin here. Oh, that's very nice. Donc en fait, Brian K.Vaughan qui me suit qu'il a 40 ans, que depuis toujours il est obsédé par sa mortalité personnelle, et qu'en fait il réalise que c'est un peu ennuyeux d'en parler avec les gens, enfin que ça ennuie les gens quand il leur en parle. Donc il a décidé d'inventer une BD dans laquelle justement il allait arracher la mortalité de ses héros, qui sont donc des fantômes, parce que voilà, il se passe sa vie à se questionner sur effectivement pourquoi est-ce que lui observe les gens qui font des actes violents, les gens qui aussi font des actes sexuels. Et il réalisait effectivement, ça interroge le pourquoi du comment, et donc que ça pouvait effectivement faire une bonne BD. You have a question? And did you find the answer to that question? Est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question? Yes, I think I did, but I never want work to be about, oh, here's the moral that I am trying to impart, or the message. I just want to go on a journey with you, because my journey was with Niko, that I work in comics because I find prose very lonely, and I want to go on a trip with someone else. So Niko and I went on a trip together, and we got to a place by the end, but it might be very different from where you end up, but I hope you will come along on the journey with us. Effectivement, mais voilà, j'arrive pas à me lire du coup, c'est bien. Tu peux, what did you say in the beginning? I'm really sorry. Oh, no problem. Let's see. Just Yeah, that, yeah, no, oh, yeah, no, yeah. trouvé. Yeah, no. Just that I never want to. It's not about a moral that I Yeah. want to impose. Yeah, donc voilà, Brian people. K.Vaughan dit qu'il ne travaille pas généralement avec une morale ou un message particulier en tête. Ce qui l'intéresse, tout d'abord, c'est de faire un voyage, donc un voyage avec Niko Henrichon, parce qu'il trouve que la prose, écrire tout seul, sans dessinateur, c'est très solitaire. Donc l'idée de faire un voyage à deux l'intéressait, il a fini par arriver à un endroit qui lui plaisait. Il espère que vous aurez peut-être un endroit différent en tête quand vous aurez fini l'album, mais que vous ferez le voyage là avec lui et avec Niko. So this is just a way not to provide an answer to the question. It's your interpretation is always more fascinating than our intent. Votre interprétation est toujours plus intéressante que ce qu'ils ont prévu au départ. J'avais diplomatique. Alors, juste pour revenir, en fait, c'est que donc Brian et Niko ont déjà travaillé ensemble il y a plus de 20 ans.
Et je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire, moi je la connais pas forcément, mais de votre première rencontre en fait, de comment vous avez comment vous êtes découverts ensemble pour votre premier travail, parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde sait. Yes, I was working at Vertigo Comics at the time, and I knew I wanted to tell this parable about the Iraq War through the eyes of animals, but most artists fucking hate drawing animals, and they're bad at it too. And an editor at Vertigo said, look at this young guy who was drawing a book called Barnum at the time. And he said, look at what great animals he can draw. Circus animals so well. He'd be perfect for this. But I guess what I saw was, oh, he can't just draw animals well. He can draw everything well. And his work is so emotional and original. I'd love to work with him for the rest of my days. Alors, à l'époque, Brian était chez Vertigo et il savait qu'il voulait faire une histoire qui ferait un parallèle avec la guerre en Irak, vue par du point de vue d'animaux. Et en général, les artistes n'aiment pas dessiner les animaux et en plus, ils sont très mauvais pour ça. Un éditeur l'a orienté vers Niko Henrichon à cause d'un projet qui s'appelait Barnum et qui traitait justement d'animaux de cirque. Et Brian a réalisé que non seulement Niko pouvait tout dessiner, mais qu'en plus, il était assez brillant dans ce qu'il faisait. Et donc, il a encore une fois eu envie de faire ce voyage avec lui. Okay. When did Niko enter this specific project, Spectator? Was it already at first, or? Oh yeah, I at the very beginning, as soon as I knew I wanted to do another graphic novel of this size, that there was only one artist to go to. And also, I knew because after Pride of Baghdad, Niko's drawn a lot of animals, and I was like, oh, I want to give him an opportunity to draw humans, which he does so well, and to get to see a lot of humans in every way. So yes, from the very start, he was the only person, and yeah. Oui, dès le tout début, il savait qu'il voulait faire un roman graphique d'une certaine taille et qu'il fallait effectivement un artiste comme Niko. Surtout qu'après Pride of Baghdad, il avait dessiné donc beaucoup d'animaux et qu'il avait envie de dessiner un peu des humains. Donc il a proposé une histoire où on verrait des humains dans tous les sens du terme. On va commencer à prendre certaines de vos questions, les amis. Donc c'est une par personne là pour le coup, sauf si vous êtes trop timide, donc n'hésitez pas surtout. Ok, au fond, the first one. Puisque l'héroïne est morte, cette fois-ci, vous n'aurez pas le plaisir de tuer tous les personnages qu'on aime bien dans vos BD. The heroes are dead for this time, so this time especially we won't get to kill every character you like in the comics. Yes. Sorry. Il s'excuse. Maya, tu avais une question? I have a question specifically for Niko, but if Brian wants to tell anything about it, I want to know when the coloring for specifically when they're dead, we see black and white, the outside world, and how did that idea came to fruition in the first place? I want to ask. Je peux répondre en français. Ça va? Les deux. Ah, il faut que tu répondes les deux. Faut que je réponde les deux. À chaque mot. Oui. Allez, en français pour celle-ci. C'est quelque chose qu'on a eu très tôt en fait quand on a commencé à travailler sur le projet. J'ai fait les premières études. C'est souvent quelque chose que j'essaie de faire quand je commence des recherches sur un projet. Il y a tellement de possibilités sur cette idée-là. Comme on travaille sur un projet qui est complètement nouveau, on a toute latitude. C'est pas un truc de super-héros avec des codes de couleurs préétablis, des costumes déjà faits. On fait ce qu'on veut exactement. Alors, c'est un peu épeurant à la fois parce ça peut être déstabilisant. Mais ce que je fais beaucoup dans ce genre de cas-là, c'est que je fais des recherches beaucoup. Et je fais beaucoup de ce que j'appelle des layouts en noir et blanc. Et j'aime bien aussi les mettre en ton de gris pour qu'on voit un peu un peu de profondeur, un peu d'ambiance. Je peux pas tout colorer dans les layouts. Parfois, je le fais aussi, mais je fais beaucoup de tons de gris. Et quand j'ai montré des images comme ça à Brian au tout début, Brian il a vu dans ce potentiel-là d'un monde en gris, il a vu dans ce potentiel-là le potentiel d'en faire un peu le monde réel. Parce que ceux qui ont lu le livre savent que les fantômes sont colorés et le monde réel est en gris.
Et c'est le parti pris qu'on a pris aussi, même aussi dans le sens que ça s'opposait aussi à ce qu'on voit traditionnellement dans les films de fantômes. C'est-à-dire qu'en général, les fantômes sont plutôt décolorés et le monde réel. Donc c'est un peu aussi un pied de nez à tout ce qui s'est fait déjà. On aime bien aussi quelque part d'être un peu original de temps en temps. Et c'est comme ça qu'en voyant ces images-là, on est vite arrivé à la conclusion que c'était le meilleur parti pris de faire comme ça. Merci beaucoup. Bélène. I just want to, like you said, it's not the first time you've worked together. And is there already a project you want to work together on something? Again? We've said every 20 years we're not going to do it. So when I'm 70, then we're going to. There's probably one reunite. left. No, of course. Yes. And now just the challenge of what can we do that's as different from Spectators as Spectators was from Pride of Baghdad. So I think, we'll probably... if the curves goes that way, Exactly. watch for the next thing. Yes. Sex with animals. Yeah. Okay. Oh, no. You heard it here first. Oh, we've been cancelled. Donc ils ont fait le contrat de faire un projet ensemble seulement tous les 20 ans. Mais effectivement, oui, ils ont envie de travailler ensemble. Maintenant, le challenge, c'est de faire un truc qui est vraiment très différent de Spectators, comme Spectators, c'est déjà très différent de Pride of Baghdad. Et Niko rigolait sur l'idée que la courbe entre les deux était assez bizarre. Et du coup, Arnaud a fait une blague sur la zoophilie. Très, très nécessaire. Off the record. Kevin, question. I'm also a fan of music, so I wonder who had the idea of the levitation of dead peoples. In looking for a soul video clip of the band Hills, they are levitating during their song. So Niko Bryan or Mark Oliver Everett has the idea, and I know you are living in Los Angeles. Like Mark Oliver Everett, are you friends? If you are friends, can you tell him to go to Toulouse? Make a show. Send me Personal request. Oh, that's Niko idea. I love the band The Eels, and years ago in Why the Last Man, Yorick is talking about all of the bands that have died, and he says no more. Exactly, yes, and mentions the Rolling Stones are all gone, the Beatles are all gone, the Eels are all gone, and I learned that Mark, the lead singer of the Eels, has that page of the comic book in his bathroom at home. And so I've since reached out, and we are social media friends, I will say. But Niko, it was entirely his genius idea to have this woman when she emerges as her younger self. So when did you get the idea to put her in a Eels shirt? Because we discussed Eels a few times. I'm also a fan of the band. And I thought I was looking for a band that would be like not too obvious from the 90s, end of 90s, the date, because we all know I hope that ghosts reappear at the form they were exactly formed at the middle of their life. And so that would give Val, about that time, a sweet period, golden age of the 90s. And Eels was like a band that is probably less known than Pearl Jam and Nirvana, but also a band special to me too. And I thought it would be nice to have a T-shirt. I'm not sure about can he come back for a concert here in Toulouse? Do you have that power? I'm going to try my best. Alors effectivement, Hills, qui était déjà mentionné dans la BD Why the Last Man, dans laquelle le personnage de Yorick citait les groupes de rock qui étaient morts, il citait les Beatles et il citait Hills. Et apparemment, le chanteur du groupe, justement, a la page du comics en question dans sa salle de bain chez lui. Et quand Brian l'a appris, ils sont devenus un peu potes sur les réseaux sociaux. Mais en l'occurrence, l'idée de cette référence dans Spectators vient de Niko Henrichon, qui justement, lui, en fait, cherche simplement un groupe des années 90, puisque quand le personnage principal meurt, si vous avez lu la BD, vous le savez, ils sont ressuscités, ils sont transportés en fantôme à la période moyenne de leur vie. C'est-à-dire que vous avez 40 ans, vous êtes un fantôme à 20 ans, et donc le personnage aurait été, dans ce cas-là, une jeune femme dans les années 90, et effectivement,
Ce groupe-là, il résonne plutôt bien. Il est moins connu que Pearl Jam ou Nirvana, mais c'est effectivement une bonne référence pour les fans de rock de cette période. Il n'est pas sûr qu'on pourra l'avoir en concert à Toulouse, malheureusement, mais Brian dit qu'il va essayer de le convaincre. Si vous ne connaissez pas, le premier album s'appelait Novocaine for the Soul à l'époque. C'était Et le déjà clip, oui, c'est vrai. Ah, Forgotten about that. Clever connection. j'avais pas pensé à ça du tout non plus. Question, quelqu'un? Non? Okay. C'est timide, c'est timide. Early in the story, Val says ultimately, the dead have no right to privacy. In the very beginning. A few years ago, in the private eye, you already addressed the confidentiality in a way, in a different way. Do you think in today's world we should compromise about it, about the privacy or confidentiality, or be maybe very firm on the subject? I'd say personally, I'm extremely firm in that, yes, I think privacy is a human right. So I think that probably what Val and Sam are doing is immoral by our standards. But I'd read about how the dead have no right to privacy, that after you die, your life becomes an open book. And it felt like if there was really this kind of afterlife, that turnabout is fair play. And if the dead have no right to privacy, then the living should have no right to privacy from the dead. But that is exclusive to ghosts. I don't think our government or each other should have those rights. Alors effectivement, donc la question qui était que dans Spectateurs, c'est cette phrase, les morts n'ont pas le droit d'avoir une vie privée, entre guillemets, et que dans Private Eye, c'était la confidentialité qui était remise en question. Brian, lui, pense qu'évidemment, qu'on doit avoir droit à la confidentialité et à une vie privée, enfin, à privacy, du coup, le concept d'avoir une intimité à soi, et que, effectivement, les personnages de Spectators font quelque chose d'immoral, de son point de vue à lui. Néanmoins, quand on meurt, c'est vrai que notre vie devient un livre ouvert qu'on peut facilement consulter, donc quelque part, c'est un peu la réciprocité, c'est fair play que les morts, eux, puissent accéder à nos vies à nous de vivants, mais ça s'applique seulement aux fantômes et pas au gouvernement actuel ou futur. Kevin. Je n'ai connu. In your comic book, The Spectators, are you showing us the direction that the world is taking with a doom scrolling generation? You know, when they are looking over people doing stuff. Doom scrolling, the generation that is fascinated by sex and violence images. Or maybe at the last pages, are you showing that this morbid fascination is here from the beginning of the world without turning it to the destruction, finally? I guess I'll say I only ever write about the present. I'm not trying to predict the future, but that yes, I think our fascination with sex and violence is not new, and the technology changes, but our interests can go back to the dawn of time. Alors, Brian explique qu'il préfère toujours écrire sur le présent et pas prévenir par le futur, que notre fascination pour le sexe et la violence n'est pas nouveau, que c'est juste la technologie qui a changé avec le temps, mais qu'on peut remonter à l'aube de l'humanité et que c'était déjà là au départ. Every generation thinks they've invented pornography, and we wanted to go back to show that as early as the film camera existed, people were shooting pornography. So this is a very old story that we're discussing. Chaque génération pense qu'elle a inventé le porno, mais en fait on peut remonter même aux origines de la première caméra qui avait déjà servi à tourner un porno. Donc en fait c'est rien qu'un vieux sujet qui ne fait que revenir. It's just you talked about the black and white, and without spoilers, in the end it have a lot of impact, the use of colors. And my question is this decision with playing with the colors came before? Did you write for the end before or after he came with the idea? I don't know if it's... Yes. I always know what the ending of a story is going to be when I begin, so the ending was always baked in, but the color was something that we invented together, and when it was suggested at the beginning, I knew,
this will somehow make this ending, without spoiling anything, so much more poignant, this color decision. When Niko sent me the pages, they gave me goosebumps to see. So I was very grateful that that color had been baked into the story. On a aussi. Maybe I have. Yeah, please. You want to say that part? Une petite anecdote. Sorry. Non, tu peux. Oui, grosso modo, il écrit toujours avec la fin en tête. De toute façon, la fin est déjà prévue. L'idée de la couleur est arrivée dès le départ. Et en fait, c'est une idée qu'ils ont eue ensemble. Et quand il a découvert les planches avec ce rendu-là, ça lui a mis de la chair de poule. Et il savait justement que ce serait la bonne décision pour ce projet-là. Si tu veux. Et juste pour une petite anecdote, quand on a terminé la dernière page, en fait, sur la version sur Internet, sur Substack, la fin n'était pas exactement la même fin que dans le livre que vous avez. C'est-à-dire que les 2 dernières doubles pages qui suivent ont été ajoutées après parce qu'on a eu envie encore et qu'on avait l'occasion d'étendre un peu le plaisir et d'en faire quelque chose d'un peu plus long, quoi. Malia, tu avais une autre question, je n'ai pas oublié. It's a little bit about your other stories, Brian. Sure. Most of your stories that I've read personally, Runaway, Why the Last Man Saga, have been a lot about people running away from things. And in this one, I think both of the main characters are running away, not per se, but like from the afterlife or what comes after. They want to prolong that as much as possible. And the fact that the ending is kind of left to us to interpret it in our own ways. What is that shared theme of running away, and how do you want to implement it in this one? Yes, great. And maybe why is running away such a shared theme in your writing? Yeah, I would say more than running away, escape is. Ever since I was a young man, that has been my fascination as a metaphor and a reality. And I think the older I get, I remain just as interested in the theme of escape. But I think my viewpoint has become that there is no escape, that we are all in it together, and that life is about finding ways to endure and to make connections with other people and to perhaps escape from escaping is what I'm writing about these days. C'est une très bonne question, et effectivement, depuis sa jeunesse, plus que le fait de vouloir courir loin des problèmes, c'est plus effectivement le fait de vouloir s'échapper. C'est une métaphore qui lui a toujours beaucoup parlé, et plus il vieillit, en fait, plus ça l'intéresse. Son point de vue aujourd'hui, c'est peut-être qu'il n'y a pas en fait vraiment d'échappatoire, qu'on est tous piégés les uns avec les autres, et qu'en fait, il faut trouver dans la vie une façon d'endurer, de faire cette rencontre en fait avec les gens, et d'être effectivement les uns avec les autres. Ok. Tout au fond, tu avais une question. Toi, ouais. Oui. Je parle de Substack, c'est le format de publication originale. C'était sur Substack, ouais. Donc ça ne passait pas par les librairies traditionnelles, est-ce qu'il y avait des raisons? Non, c'est maintenant, c'est vrai. Why did you choose initially to publish it on Substack? And why this way of publishing? Yes, Substack came to us during, I guess, the pandemic and said, do you have an idea for a comic? And not to be mercenary, but they said, we have significant resources that we would like to throw at you. And I thought we could sort of take the money and run, or we could do this to do something that's almost impossible with an American publisher, which is to pay an artist of Niko's caliber to dedicate years of his life on one story. And so I thought this is a chance to do a true graphic novel, not something that is a comic book miniseries first, but something that would eventually be unleashed in what Urban Comics has done so beautifully, one gigantic edition. And so Substack was very digital and very futuristic, gave us an opportunity to do something old-fashioned and pure, a true graphic novel.
Alors effectivement, pendant la pandémie, la compagnie Substack, pour ceux qui du coup ne savent pas ce que c'est, c'était en fait ça existe encore d'ailleurs, tu me diras, c'est un principe de newsletter. Et effectivement, ils avaient dragué beaucoup d'artistes professionnels du milieu des comics pour faire de la BD qui serait publiée en pré-auto-édition, enfin comment dire, pré-publication sur la plateforme. Et chaque semaine, vous abonniez, chaque semaine, vous aviez votre ou plusieurs pages de bande dessinée avec 5 dollars par C'est mois. ça. Moi, je l'ai suivi comme ça pendant plusieurs années, du coup. À raison quoi, de 2 pages par semaine, en gros. 2, 3. Voilà, pardon. Ça va, ça. Bonne semaine, 3. La blague étant que justement, en fait, Substack payait vraiment, et de belles sommes a priori, les auteurs et les créateurs en question. Donc c'est ce qu'explique Brian, effectivement. Donc ils les ont contactés en leur lui expliquant qu'ils avaient effectivement des moyens, de l'argent, du pognon à balancer. Et ils auraient pu juste prendre l'argent et en fait faire un projet inintéressant. Mais Brian s'est dit que ce serait plutôt justement intéressant de faire l'extrême inverse, d'aller vers un truc qui n'est pas possible sur le marché américain traditionnel, c'est-à-dire de faire un vrai roman graphique avec un artiste exigeant comme Niko, talentueux comme Niko, et lui demander de consacrer sa vie à faire un très gros roman graphique au sens strict, c'est-à-dire pas une mini-série, pas un projet découpé par épisode, mais quelque chose qui pourrait être publié d'un seul tenant, comme ce que fait effectivement Urban Comics pour l'édition française. Et il trouvait ça amusant justement de prendre une plateforme futuriste, numérique, comme Substack, pour faire en fait ce genre de projet qui renvoie justement à des méthodes très traditionnelles sur le marché de la BD. Et l'avantage, c'est qu'il y avait aussi pas de corde attachée, comme on dit, no strings attached. On pouvait faire exactement ce qu'on voulait, tant que ça restait dans le domaine du légal. Et en plus, on avait un système d'abonnement qui nous permettait, dans notre cas, on a choisi rapidement d'offrir la bande dessinée gratuitement à tous les abonnés, payants, non payants. Donc tout le monde pouvait avoir la bande dessinée. Par contre, il y avait une newsletter qu'on associait, que Brian écrivait généreusement à chaque lundi. C'était le lundi de l'enfer. Parce que moi, je devais faire finir toutes les pages, les envoyer au lettreur à l'heure. Et c'est vrai qu'on n'a jamais manqué une seule deadline, mais des fois, on était juste. Et, il fallait trouver des moyens pour arriver. Il fallait trouver quelques trucs pour arriver exactement pile à l'heure. Mais on était assez régulier sur les délais. Et puis aussi, ce qui était génial avec Substack, c'était que comme il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas non plus d'obligation de quoi que ce soit après. C'est-à-dire que pendant 1 an au moins, on était obligé de n'être que chez eux, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imprimer le livre par nous-mêmes, il fallait être exclusivement chez eux. Mais dès que cette année-là était terminée, on avait toujours nos abonnés qui nous faisaient rouler l'économie pour nous permettre de faire la bande dessinée. Mais au bout du projet, on publiait exactement où on voulait. Et étant donné qu'on avait le projet terminé, on pouvait arriver chez les éditeurs avec le gros bout du bâton, comme on dit. C'est-à-dire que... C'est pas ça en France, non? Ah non, c'est pas ça le gros bout du bâton. Au Canada, avoir le gros bout du bâton, ça veut dire quand on... Quand on est français, donc on a une certaine image de ça, Vous battez jamais avec des bâtons? Non. Ah bah d'accord. On est pacifiste, non, monsieur. Ah bah d'accord. Bon, ça veut dire d'avoir l'avantage, en gros. Et l'éditeur, il n'y a pas un éditeur qui pouvait nous dire « Ah, mais on veut le publier, mais il faudrait censurer ci, changer ça. » Il n'y avait pas de discussion comme ça parce qu'on avait le projet fini, c'était tel quel ou rien du tout. Et donc, ça nous offrait comme ça un total avantage partout. Donc, c'était vraiment la plateforme idéale pour nous. Le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Comme ça qu'on dit en France. Et de la laitière. C'est la laitière qui fait le beurre. C'est ça. Et justement, moi je vais savoir, parce que c'était des deadlines qui étaient très soutenus quand même, avec ce rythme hebdomadaire. Toi, tu as fait aussi dans le mainstream. Est-ce que ça te changeait beaucoup ou pas, ou est-ce que c'était encore plus soutenu? Et quel rapport tu avais dans cette différence de tempo? Pour moi, c'était un peu la même chose, parce que je travaillais déjà sur un projet qui était aussi en couleur directe. C'est vrai que les gens, des fois, on me pose la question, est-ce que c'est fait à l'ordinateur? On dit en digital ou en traditionnel. Tout est fait en traditionnel, en fait. À part j'aime beaucoup faire mes storyboards, mes layouts en
en digital, parce que ça me permet de modifier, de changer très très vite. Mais dès que les layouts, les storyboards sont terminés, je passe tout sur des vraies pages de BD avec de la vraie couleur, et c'est vraiment des originaux qui sont colorés. Et je faisais déjà ça en fait avec un autre projet qui s'appelle Fan, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Et donc ça faisait juste un autre projet dans le même style qui était dans l'air du temps pour moi. Et toujours sur Substack, il y avait, comme vous le dites, il y avait quand même cette volonté en 2021, notamment quand ils ont pris Nick Spencer pour aller débaucher tout un tas d'auteurs comme Nick vous. Spencer, il y avait cette volonté d'imposer un peu la newsletter, enfin le comics Le par format newsletter, newsletter. comme un nouveau format, Substack justement, actually wanted le to, futur du impose comics. newsletter On as the future a quand même of vu comics, rapidement, après they quelques came to années, Nick que Spencer c'est pas to du do tout it, devenu le but cas. quite soon realized C'était it quoi was actually, votre a opinion dead end. vraiment So, sur what's cette your idée opinion d'avoir un vrai nouveau modèle de publication de bande dessinée? C'est une expérience, moi je pense. C'est des essais, des fois on fait un essai. Nous, c'est vrai qu'on en a profité jusqu'au bout, parce qu'avec notre système Et vous faites d'abonnement, partie des rares qui on est ont des réussi à rares, aller hein. jusqu'au bout aussi. Parce qu'il y a plein de Voilà, projets mais, qui sont lancés. parce que ça nous convenait, ça aurait pu aussi ne pas nous convenir. Et mais non, le système d'abonnement était très pratique pour nous. Et par contre, l'inconvénient qu'il y a avec ce type de projet, on va dire, c'est que, étant donné que la newsletter est hebdomadaire, ça donne une pression. C'est vrai que nous à tous les lundis, on avait cette espèce de pression-là qui revenait sans cesse. C'était bien dans un sens parce que ça nous motivait, mais c'est un peu épuisant en fait. Quand on arrive à un certain moment, à tous les lundis, on ne peut pas prendre de vacances, on devait trouver des trucs je devais prendre de l'avance pour faire des projets, pour pouvoir prendre des vacances pendant une semaine. Donc c'est assez intense. Donc c'est pour ça qu'un système de newsletter qui fonctionnerait ad vitam aeternam, c'est quand même dur à gérer. So if it was forever, it wouldn't be. Donc moi je comprends qu'il y en a qui a lâché même plus vite que nous finalement. This is why so many people dropped it. Did you think that Substack could actually be the future of comics in terms of format and publication? I guess having worked on Panel Syndicate, which is something that my friend Marcos Martin created, I have seen so many digital comic sites rise and fall in the last 10 years that I know it is very difficult that there are two very different audiences of people who like to read comics on their computer screens and people like us who like to read it in print. So I'm not sure, but I think Substack still, they got from us more than 20,000 readers who would come every single day to get an update. And that was for them, I think, what they wanted, people to come to their site who might not otherwise. So I don't know. I think it was pretty successful for us, and I'd actually be open to potentially doing it again. And I think Substack has weirdly only grown, particularly in the last few months. So I don't think it's dead yet. There's a chance for there to be more. But my loyalty is only ever to my stories and my collaborators and companies I know will drop us in a heartbeat, and so I don't worry about their health very much. They'll be fine. Donc alors de son expérience, qui a travaillé sur la plateforme Panel Syndicate, qui est donc une plateforme de comics en ligne montée par Marcos Martin, sur laquelle il avait publié Barrier et The Private Eye, il a vu de différentes formes de sites justement pour publier des comics qui parfois se sont lancés, souvent sont cassés la figure depuis 10 ans. Parce que c'est très difficile, il y a toujours ces deux publics, ceux qui veulent lire des comics en physique, en papier, et ceux qui acceptent de les lire sur un ordinateur. Néanmoins, voilà, grâce à Substack et à Spectateurs, ils ont quand même ramené au moins 20 000 spectateurs, lecteurs chaque semaine pour découvrir les nouveautés. Donc ils ont eu ce pourquoi ils avaient payé, entre guillemets. Substack était quand même assez content du résultat, et en définitive, de son point de vue, la plateforme se porte encore très, très bien. Du point de vue des newsletters, moins plus que des comics. Lui serait même assez ouvert à l'idée de refaire un projet avec eux, pourquoi pas. Néanmoins, sa fidélité va d'abord à ses collaborateurs, à ses histoires, jamais aux corporations, jamais aux compagnies, parce que les compagnies en question seraient prêts à le balancer sous les roues du bus à la première occasion, de toute façon. Est-ce que vous avez une question? Brian, vous alliez plusieurs fois avoir son point de vue sur les futurs possibles de l'humanité.
quel est son point de vue aujourd'hui He wants to know about avec your point of view on the future of l'IA et humanity. l'application éthique et With politique AI, que ça a. the ethical questions that it suggests. I'd say perhaps stay tuned for my next comic. This is something I think about so much, and I have such conflicting thoughts about. I can only come to an answer by collaborating with an artist about it. So, sorry to dodge your question, but stay tuned. That's twice. Donc vous devriez attendre son prochain projet parce que c'est un truc auquel il pense énormément. Il a beaucoup de pensées conflictuelles sur le sujet. Il a besoin de s'exprimer là-dessus avec un artiste et vous inquiétez pas, ça va arriver. Vincent. In Spectators, there is a lot of reference about American movies, more specifically famous American movies like Terminator, with a strange thematic or link with sex. And my question is this selection personal Hall of Fame, or maybe it's just some, because they are famous, a selection to touch a large or more specifically a wider audience? No, Terminator is very important to obviously this story, and was the inspiration for this. That did I already tell this anecdote here? Yeah, but the podcast. I will relate here that yes, I had a dear friend who wanted to show Terminator to his teenage daughter for the first time, and said, "This is a science fiction classic. You have to watch it." And they watched 4/5 of the movie and got to the end where there's a sex scene between Sarah Connor and Kyle Reese. And my friend said, "Ooh, we'd better fast forward past this part. It gets a little adult." And my friend's wife came in and said, "Hold on, did you just show our daughter almost 2 hours of graphic violence and scalpels to the eye and people getting shotgun blasts to the chest? And then you get to a scene of consensual lovemaking that isn't gratuitous. It's the plot of the film. It's where the protagonist gets born to start the story." And he said, "This is taboo." And I thought, well, this is an important story to be told here. And so, yes, I wanted to steal that story and extrapolate it to our world. Donc effectivement, Terminator, c'est la référence la plus importante du projet Spectateurs, puisque c'est l'inspiration directe en fait qui a mené à la création de ce projet. Un ami à lui, en fait, lui racontait qu'il avait montré le film Terminator à sa fille adolescente, parce que c'est un classique de la science-fiction et que il faut le voir. Et en fait, après un certain temps pendant le film, il y a la fameuse scène d'amour entre Kyle Reese et Sarah Connor, et que le père en question, ne voulant pas choquer sa fille, a préféré accélérer, faire un avance rapide pour pas que sa fille voie cette scène-là. Et la femme de cet ami lui a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens de lui montrer un film où pendant 2 heures il y a eu de la violence graphique, le personnage du Terminator qui s'arrache un œil, il y a des bombes qui explosent et compagnie. Et pour une scène d'amour consensuel, qui est importante dans l'histoire en plus, qui n'est pas juste gratuite, qui n'est pas là pour faire plaisir, c'est la naissance du héros, c'est l'origine de la saga Terminator, la naissance de John Connor. Là, tu considères que c'est très violent. Et ce rapport justement différenciant entre la violence graphique et le sexe graphique l'a vraiment beaucoup intrigué. Et il a dit il y a une vraie histoire intéressante à raconter là-dedans, et c'est effectivement comme ça que est né le projet Spectateurs. J'ai une question. Do we know any percentage to this person you mentioned? I will reveal to you all, it's my brother. And this is my niece, so I feel blood is we're allowed to steal from our families without having to pay them back. So I'll get them something nice for Christmas. Oh, I will say though, my brother met the actor who played Kyle Reese at a comic convention and had him sign a copy of Spectators to give to his daughter, and said to sort of bring this, the circle is complete now, yes. Alors effectivement, du coup, Niko demandait s'il devait payer un pourcentage à la personne qui lui a raconté cette histoire-là. Et effectivement, Brian nous explique, nous apprend que en fait, c'est son frère qui justement a montré Terminator à sa fille et s'est senti choqué devant la scène de sexe. Donc, voler à sa famille,
Ça, on peut, globalement, ça va. On a l'autorisation de Brian. Et une autre anecdote, c'est qu'apparemment, son frère a croisé Michael Biehn, l'acteur qui joue Cal Reese dans Terminator, et lui a fait du coup signer une copie de Spectators qu'il pourra lui-même offrir à sa fille pour terminer la boucle de cette inspiration. C'est une anecdote géniale. On va avoir quelques dernières questions, les amis, donc profitez-en vraiment. Monsieur. C'est pour Brian. Et pourquoi est-ce qu'il a donné tant d'espoir à sa série Y et qu'il a terminé avec tant de souffrance? Why did you build Why the Last Man with such hope and ended it with such suffering? I'm not. I'm fascinated by your interpretation, but for me, I think there is the fact that you are still thinking about why, presumably years after you read it, I hope suggests some hopefulness amidst all of that darkness, because I am, despite all of this horror that we show you in these books, I am hopeful about us and that we're going to make it out of this okay. Il est assez fasciné par votre interprétation du projet, en l'occurrence, mais le fait que vous pensiez encore à la fin de Why the Last Man, alors que vous l'avez lu il y a quelques années, au contraire, justement, ça lui inspire un signal d'espoir, et que contrairement à ce qui est décrit dans Spectators, il est en fait assez optimiste sur notre futur commun, et il pense qu'on va, a priori, plutôt bien s'en sortir malgré tout. Do you think that the end of Spectators is mostly sad, tragic, cynical? I think it's up to you. You tell me. For me, when I read it, I immediately think at the end of Barrier that I really love, and I thought it was really clever and intelligent, but the end was, in a way, for me, quite maybe factual, of course, but yeah, cynical. So. I think for me, I just remember where I was when I saw the final episode of Sopranos. And I remember the writer's room I was in at the time, everyone said, that sucked. I hated that. And I don't think there's been a day that's gone by after I saw that I haven't thought about that ending. And so I think that's what I want, that whether you're angry or depressed or delighted, that it lives on with you after you close it. And I just know seeing Niko's final page come through, I was like, I'll think about this too all my days. Alors du coup la question était que effectivement Guillaume, ça fait penser à la fin de Barrière, qui a une fin assez dure. Si vous l'avez pas lu, il faut le faire. C'est compliqué, mais ça peut le faire. Et oui, c'est très compliqué. Ouais. Bon, remarque, c'est sur Panel Syndicate et vous pouvez payer ce que vous voulez pour avoir accès à ce comics. Et c'est en plusieurs langues. Voilà, just explaining that Barrier is in Panel Syndicate still. Yes. Et il expliquait donc effectivement que lui avait surtout pensé à la fin Les Sopranos. C'est-à-dire que le Spectators, il préfère que vous fassiez votre interprétation personnelle. Mais la fin des Sopranos, là, ce qui est choquant, en fait, c'est qu'une fois que vous la regardez, vous n'avez pas forcément de réponse claire, et du coup, elle reste un peu longtemps avec vous, ça a été son cas. Il se rappelle qu'à l'époque, il était membre d'une writer's room qui, en découvrant cette fin, tout le monde s'était dit « Ah, c'est nul, cette fin, c'est pourri, il n'y a pas de parti pris ». Et qu'à l'inverse, justement, lui, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne pense à la fin des Sopranos, qui, je ne vais pas vous spoiler maintenant, qui voulait faire pareil, exactement la même chose, que vous pouviez avoir un avis négatif, positif, mais qu'elle grandisse en vous. Et quand il a vu la dernière page de Niko, il s'est dit, cette fin-là, je sais que je vais y repenser, les gens vont y repenser. Question? Mélène, last one? Just one quick question. When will Saga come back? My first question in my head. Thank you. Next year. It is Fiona Staples is hard at work. And so volume 13 will come out next year. And I think we've started to let the word out, if you haven't heard, that Saga is going to be 18 volumes total, with each volume representing roughly 1 year of Hazel's life. So we'll hopefully get to see if she can survive Hazel grow up from an infant to a young adult. So we thank you for your patience. But yes, it's coming. I will just rebound after your traduction. Ouais. Alors, l'an prochain. Saga revient l'an prochain avec le tome 14 sur lequel Fiona Staples travaille actuellement très dur. Ils ont commencé à l'évoquer, Saga fera 18 tomes en tout et pour tout, et chacun des tomes représentant un an de la vie de Hazel, qu'on découvre du coup en bébé dans le premier volume, et qui du coup sera une jeune adulte à la fin. Est-ce qu'elle va survivre? On va voir, et voilà. But next year is just 1 month and a half away, so... Yes. Right.
Stay tuned. And I have just one anecdote. Félix, est-ce que je peux en parler? Félix here has a daughter, and his name is Oh, that's coming nice. from Saga. Oh, that's lovely. Yeah. How old is Hazel? She's 5 now. I hope that Saga will end before she leaves for college. Thank you. But That's an maybe honor. she will not read it before. Not well said. Anyways, take your time. Give it a good ending. Avant qu'on en Merci. termine, je veux faire un immense merci à Arnaud et Corentin. Ça a été la rencontre la plus facile. Merci à Guillaume aussi. Quand même. J'ai jamais autant pu profiter d'une rencontre qu'aujourd'hui. Un immense merci à eux. A big thanks to you both, Niko and Brian. Un énorme merci encore à la Cave Poésie, à Thomas qui est là-bas, qui fait un travail énorme, qui est un ami. Toutes les super photos que vous voyez, toutes les vidéos que vous voyez, etc., et que vous verrez bientôt sur les réseaux, du coup, bien maintenant sur YouTube à cause de vous. Bravo. Il y a beaucoup de choses qui viennent de lui, donc c'est vraiment absolument énorme. Il fait ça en toute amitié, donc c'est un truc de fou. Un immense merci. On va maintenant aller à la librairie. Juste avant, on fait une photo tous ensemble, juste à l'extérieur, si ça vous dit. Et puis après, go. Voilà. Merci.